Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture sur le livre de Franck Tillier, Train d'enfer pour Ange Rouge. Nous nous étions arrêtés lorsque le commissaire Charcot put exhumer le corps de Rose Ansgad pour trouver des indices sur son corps grâce à des tatouages et ils avaient trouvé une inscription. Commençons le chapitre 4 sans plus tarder, c'est parti. Le bureau du chef de la crime, dans son assemblage de linoléum défraîchi, de meubles surannés et de rideaux passés, portait dans sa moelle de bois la prestance d'un lieu culte, ancien et précieux, où l'austérité aiguise les sens au point de révéler l'inattendu. Des frottures de chêne, des auréoles de café qui persillaient l'immense table de réunion au centre de la pièce, grésillaient les voix diaphanes, mélancoliques, des grands enquêteurs qui s'étaient succédés dans l'anonymat. J'installai le rétroprojecteur, mains moites et lèvres pincées, tandis qu'un public anxieux prenait place autour de la table. Les lieutenants Siberska et Crombez, Martin Leclerc, mon divisionnaire, 3 autres OPJ de la crime, Van de Velde, le légiste, 2 techniciens du safety et une dizaine d'inspecteurs. Une concentration d'intelligence, de réflexion, un assemblage de personnalités voué à une cause unique, hormis le cheveu sur la soupe, le psy Thornton. Elizabeth Williams, la psychocriminologue, arriva et s'installa face à moi. Brushing laqué, 2 pièces triées, visage fermé. Une façade d'église. Nous nous apprêtions à plonger dans l'univers du tueur, dans ce monde embrasé par le vice, un terrain marécageux débordant de pourriture et de furie. Lorsque Siberska tira les rideaux, j'appuyai sur le bouton du rétroprojecteur. Un cône éblouissant de lumière blanche projeta sur un écran perlé la photo d'une femme. L'explosion vive de douleur qui ressortait de chaque grain du cliché creusa les fossettes, troua les bouches, plissa les traits en racines noueuses de stupeur. J'essayai de donner de la consistance à ma voix. Dans les mails que j'ai reçus, durant la nuit du premier meurtre, il y a 6 jours, se trouvaient cachées 2 photos à l'aide d'un procédé appelé stéganographie. L'une d'elles a été tirée de face, et l'autre, celle-ci, de dos. Le tueur nous livre sa prochaine victime. Le cliché révélait une femme de dos, agenouillée, nue sur un sol de béton. Une pellicule de chair pas plus épaisse que du tulle cachait à peine le serpent annelé de sa colonne vertébrale. Ses omoplates, devenues couperets, tendaient la peau à la faire craquer et le réseau complexe de nœuds et de cordages qui entravait le corps semblait se dresser comme un dernier rempart à sa dislocation. Des pointes de bois de différentes tailles ont été plantées à divers endroits du dos avec des inclinaisons et des degrés de profondeur variables. L'extrême maigreur de cette fille est due à une sous-alimentation évidente, voire une absence totale de nourriture, probablement depuis plusieurs jours. Pas de traces apparentes d'urine ou d'excréments sur le sol, ce qui indique que son ravisseur veille à ce qu'elle reste propre. Oreilles dressées, regard tendu, front luisant, l'assemblée décontenancée s'accrochait à chacun de mes mots comme un breuvage salvateur. Le légiste perça le silence. Le teint de la peau laisse présumer qu'elle est encore vivante, n'est-ce pas ? Je chargeai la seconde photo sur l'écran de l'ordinateur portable. Un cri mort, comme un râle, s'échappa des lèvres de Thornton. L'un des inspecteurs sortit dans l'urgence, l'estomac révulsé. Le visage de la fille exprimait un degré de souffrance palpable, un instantané de douleur arraché au présent, fixé pour l'éternité sur le papier et dans les pensées de chacune des personnes ici présentes. 2 clous lui perforaient la pointe des seins, mariant la chair et le bois d'une solide table dans une étreinte sanglante. Un arc de métal en forme de fer à cheval pénétrait dans sa bouche pour la maintenir ouverte et 2 mâchoires d'acier lui écrasaient les tempes de manière à lui interdire un quelconque mouvement latéral de la tête. Face à chacun de ses yeux dardait un pic aiguisé au mouvement longitudinal réglable par des vis papillons. Oui, à voir l'expression de ce visage, il n'y a aucun doute qu'elle était vivante au moment de la photo. Mais elle est-elle toujours aujourd'hui ? Si oui, alors cela signifie que celui qui a tué Martine Prieur s'occupait de cette femme-là en parallèle. Je pointai un faisceau laser au centre du cliché, appliqué dans les pénibles explications que je me forçais à donner. Mes propres mots me glacèrent le sang. L'engin qui lui immobilise la tête est un appareil stéréotaxique, utilisé par les laboratoires de vivisection dans le but de réaliser des expériences sur les animaux. Je basculais sur la première photo en enfonçant la touche Page Up du clavier. La pièce semble assez vaste,
très sombre. Il doit s'agir d'une cave ou d'un local privé de fenêtres, un lieu isolé où il peut agir en toute sécurité et sans crainte d'attirer l'attention. Elizabeth Williams prenait des notes sur un petit carnet à la couverture de cuir. Le maître qui écoutait l'élève. « Avez-vous la moindre idée de l'endroit où elle pourrait se trouver, et d'après ce que vous avez pu apprendre en Bretagne ?» me demanda le divisionnaire en battant du stylo sur la table. « Absolument pas. La seule chose que je sais, c'est que le tueur nous donne ses photos comme une récompense à nos investigations. Nous avons découvert le code. Il nous autorise à pénétrer dans son intimité. À ce niveau, il y a deux solutions. Ou la scène du crime dissimule un autre indice qui mène à cette femme, ou l'assassin se joue de nous, purement et simplement. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Williams ?» Elle posa son carnet sur la table ainsi que sa paire de lunettes. « Je vous laisse terminer, monsieur Charcot, mais vos conclusions me paraissent intéressantes. »« Très bien. J'ai demandé le concours du SRPJ de Nantes pour l'ouverture d'une enquête sur Rose Ansgad. Cette fille entretenait, d'une manière ou d'une autre, une relation physique ou morale avec le tueur. Elle est le maillon qui peut nous rapprocher de lui. Le tueur aurait pris le risque de nous entraîner sur un terrain qui nous permettrait de le coincer ?» harponna le divisionnaire d'un ton dubitatif. « Non, je ne pense pas qu'il se soit ouvert à une telle fantaisie. Cette fille a eu peut-être des relations sado avec lui sans jamais connaître son identité. La chambre de Rose Ansgad a été visitée, j'en ai la conviction, et tous les indices semblent disparus. En particulier, les données de l'ordinateur ont été effacées comme chez Prière, donc aucune trace évidente. Pourquoi efface-t-il les disques durs ? Je n'en sais rien, peut-être connaissait-il ces filles depuis Internet ? À creuser. » J'éteignis le rétroprojecteur. « J'ai terminé, à vous, mademoiselle Williams. »« Oui, j'arrive. » Elle chaussa ses lunettes et s'éclaircit la voix avant de s'élancer dans son monologue. « Tout d'abord, messieurs, je ne suis pas magicienne ni voyante. Je ne sors pas non plus d'une série télévisée armée de dons surnaturels. Ne vous attendez donc pas à ce que je vous donne un portrait robot de l'assassin qu'il suffirait d'accrocher sur les pare-brises de vos voitures ou à la boucherie du coin. » Des étirements de lèvres, bribes de sourire délièrent les nerfs. Le divisionnaire Leclerc envoya un coup de coude dans les flancs de Cybersky, d'un air de dire « Et en plus, elle est comique !» Williams laissa le calme s'approprier les lieux avant de continuer. « J'ai dressé un bilan exhaustif des rapports, des témoignages et des photos qui sont passés entre mes mains. Je ne parlerai que superficiellement de la lettre envoyée au commissaire Charcot. L'analyse méticuleuse de son contenu me prendra un peu plus de temps. D'ordinaire, il me faut plus d'une semaine pour dresser un premier état des lieux, alors messieurs, soyez indulgents. » Monsieur Charcot a tiré des conclusions très pertinentes de la scène du crime. À l'évidence, le tueur souhaitait que nous retrouvions Martine Prieur le plus rapidement possible, d'où, entre autres, la porte laissée ouverte. Ce qui peut nous amener à penser que la femme sur les photographies exposées par monsieur Charcot est toujours vivante, parce que, dans le cas contraire, l'assassin aurait cherché à se manifester et à nous montrer son trophée. La plus grande caractéristique de ce meurtre, comme des éléments photographiés sur la deuxième femme, demeure l'aspect sadique, manifesté par une cruauté extrême, tant physique que mentale. Le sadique trouve l'exaltation au travers de la durée de l'acte. Il gardera sa victime vivante le plus longtemps possible, l'utilisera comme un objet destiné à satisfaire ses fantasmes. À ses yeux, elle ne représente rien, et il s'en débarrassera avec autant de remords qu'un mouchoir en papier usagé. Elle plaqua ses mains à plat sur le bois lisse de la table. D'ordinaire, ce type de torture est accompagné d'actes sexuels qui, s'ils ne s'expriment pas par une pénétration, ressortent au travers de la mutilation des organes génitaux, seins tranchés, vagin prélevé ou déchiré. Dans sa lettre, il précise clairement, je cite, « qu'il ne l'a pas baisé, mais qu'il aurait pu ». Par cette précision, il veut prouver qu'il n'est pas impuissant, mais que l'acte sexuel ne revêt qu'un aspect secondaire dont il peut se passer sans aucune difficulté. Il en résulte un comportement atypique par rapport à la majorité des tueurs en série qui, pour la plupart, ont des rapports sexuels post-mortem. De plus, en général, on note des points communs entre le physique des victimes. Couleur ou longueur de cheveux, taille ou plastique semblable. Ici, je n'en ai relevé aucun. La première victime était blonde, celle des photos châtaines. L'une assez grande, l'autre plutôt petite. Sans oublier Rose Ansgad qui, s'il l'a effectivement tuée, présente un physique encore différent. Elle se servit de l'eau dans un gobelet de plastique et s'humecta les lèvres. « N'hésitez pas à m'interrompre si je vais trop vite. Le tueur est un joueur, il aime prendre des risques et cherche par des moyens détournés à se faire remarquer. Provocation envers la police, lettres détaillées, photographies de ses victimes.
Par ces biais, il trouve le moyen de prolonger son acte, ce qui peut lui permettre de se satisfaire lorsqu'il ne tue pas. Il veut absolument nous faire partager ses sensations, sans pour autant nous donner plus d'informations sur son identité. Ce type de personnage aime suivre le déroulement de l'enquête criminelle, ce qui traduit un besoin de contrôle qui progresse. A priori, il connaît M. Charcot, puisqu'il lui a adressé en premier lieu ce courrier. Gardez donc un œil sur toutes vos relations, journalistes, indiques, agents d'entretien, et même livreurs de pizza, ainsi que les anciens suspects ou coupables qui sont passés entre vos mains. Ces propos sortaient naturellement, comme si les pensées de l'assassin et de ses victimes s'étalaient devant ses yeux et qu'elle se contentait de les interpréter. La scène du crime organisé signifie que le meurtre a été scrupuleusement préparé, sans doute des semaines, voire des mois à l'avance. Ce type de tueur ne laisse rien au hasard. Victime isolée, plein d'essence toujours fait, voiture entretenue pour préserver sa fuite. Il ne connaît pas forcément ses victimes de façon personnelle, je veux dire, mais s'attache à étudier attentivement leur environnement, leurs habitudes, les lieux où elles se rendent, qui elles fréquentent. Le meurtre perpétré durant la nuit et les tortures infligées à la deuxième femme dans une durée pouvant s'étaler sur plusieurs jours portent à penser que le tueur est célibataire, que son métier lui permet d'accorder du temps à l'étude ainsi qu'à, pardonnez-moi le terme, l'entretien de ses victimes. Œil scrutateur dans l'assemblée. La façon dont il l'a ligoté est une technique appelée bondage. Cela vous dit quelque chose ? 9 personnes, moi y compris sur la quinzaine présente, levèrent la main. Elle reprit. Cela vaut donc le coup que j'explique. Cette science du ligotage nous vient du Japon. Elle représente à l'origine un art sur corps à base d'entraves. Sachez que certains bondageurs japonais sont aussi célèbres que de grands sportifs. Les places pour leurs séances de ligotage se monnaient à prix d'or et ils ont pour public des chefs d'entreprise, des avocats ou des cadres frustrés du nœud. Bien entendu, cet art originel s'est vite dégradé lorsqu'il s'est répandu dans les milieux sadomasochistes. Le bondage propose un panel impressionnant de techniques, un peu comme le Kama Sutra, qui évolue de la position simpliste du missionnaire jusqu'à des combinaisons beaucoup plus évoluées, genre la brouette japonaise ou l'enfoncement du clou. Des rires francs dégivrèrent l'atmosphère. Ici, la technique employée s'appelle le shibari. Bras ligotés à l'équerre dans le dos, entraves pressant les seins, chevilles attachées et repliées sous les cuisses, corps paraissant encoconné dans une toile d'araignée. L'une des techniques les plus complexes. Elle ne s'improvise pas. Le tueur sera peut-être abonné à des revues pornographiques, disposera de nombreuses cassettes vidéo, écumera les milieux sado ou sera adepte d'un club japonais. Parlons un peu des statistiques du FBI, dressées parmi des tueurs en série interrogés pour le programme VICAP, dont, bien entendu, nous ne trouvons pas d'équivalent en France vu le nombre très réduit de tueurs en série manifestes. Ce type de personnage a un quotient intellectuel supérieur à la moyenne, au-dessus de 110, pour un âge compris entre 25 et 40 ans. Sa mine inspire confiance, il est propre et bien habillé. Ses préférences sexuelles tournent autour de la pornographie, du fétichisme, du voyeurisme ou du sadomasochisme dans plus de 70% des cas. Selon le VICAP, 85% sont de race blanche, 75% possèdent un emploi stable et, dans les 2 tiers des cas, tuent dans un endroit proche de leur lieu d'habitation. Finalement, tous se disent incapables d'arrêter de tuer et d'ailleurs, ils n'en voient pas l'intérêt. Nous savons donc à quoi nous attendre. Une question fusa. Vous parlez de tueurs en série depuis le début. Vous pensez réellement que l'assassin de Martine Prieur en est un ? À l'évidence, oui, pour toutes les raisons que je vous ai exposées précédemment. Le tueur classique ou de masse ne se vanterait pas de ses exploits, ne chercherait pas à provoquer, et les scènes de crime seraient beaucoup moins élaborées. N'oublions pas, de surcroît, que nous avons 2 victimes potentielles et un meurtre effectif, ce qui est le facteur le plus convaincant. Mis à part les statistiques, disposons-nous d'éléments concrets, de certitudes qui s'appliqueraient à notre tueur ? Interrogea Leclerc. Elle répondit avec discipline. Il est droitier. Comment ça ? Les nœuds de corde sont tous faits dans la même façon. L'extrémité droite passe dans la boucle constituant le nœud. Un gaucher procéderait à l'envers. Ce point n'était pas signalé dans le dossier, mais je suppose que vous l'avez remarqué, non ? Bouche cousue dans l'assemblée. On ne peut pas dire que le fait qu'il soit droitier élimine beaucoup de monde, intervint avec un rire jaune Thornton. Dites-moi, mademoiselle Williams, il me semble que les meurtriers en série ont un modus operandi qui n'évolue jamais d'un meurtre à l'autre. Dans ce cas, pourquoi aurait-il essayé de faire passer pour un accident le meurtre de Rose Ansgad, si cela en est effectivement un ? Et pourquoi ne le revendiquer que maintenant ?
L'eunuque du cerveau, pour une fois, se risquait à frôler la barre haute de l'intelligence. Sans se laisser désarçonner, elle déclara « Considérant l'aspect temporel des événements, les 2 dernières manifestations du tueur demeurent très rapprochées, voire simultanées, toutes 2 des scènes de souffrance extrêmes. Les meurtriers en série en sont rarement à leur premier délit lorsque débute la série. Certains ont déjà tué dans leurs adolescences, d'autres se servent d'animaux pour assouvir leurs fantasmes, un peu comme un terrain d'entraînement. Il est fort possible qu'il ait entretenu des rapports particuliers avec Rosensgad qui ont réveillé des pulsions endormies au plus profond de lui. Puis, sur le coup, la peur d'être découvert l'a fait maquiller le crime en accident, mais à présent, la chrysalide est devenue papillon, et comme ces individus aiment à le faire, ils revendiquent ce meurtre tel un trophée oublié qu'il faut ressortir du grenier. Thornton se recala au fond de sa chaise, le stylo entre les mâchoires, calmé apparemment. « Votre avis sur la tête tranchée, les yeux extraits puis replacés dans leur orbite ?» questionnai-je en agitant la main. « Difficile de vous parler de l'ensemble de mes conclusions, sinon la réunion durerait de la journée. Vous lirez mon rapport. Cependant, je vais répondre à votre question maintenant que vous l'avez posée. Le tueur cherche à atteindre un but, l'exaltation suprême dans l'acte de tuer qui, ici, s'est traduit par un rituel sanglant. Le rituel lui permet de retirer une profonde satisfaction de l'acte de torture en lui-même. En lui ôtant la tête, il s'approprie sa victime. Le plus étonnant reste cette expression du visage de prieur, une bouche tordue de douleur, des yeux suppliants dirigés non pas vers le plafond mais au ciel. Il a travaillé cette face comme un sculpteur modèle sa pierre. Il veut nous transmettre un message et, croyez-moi, je penche dessus en m'orientant notamment sur la piste religieuse. Mais je préfère ne pas vous en dire plus car l'étude est loin d'être aboutie. Rien d'autre ? Elle envoya une œillade circulaire. Très bien, merci de votre attention, messieurs. La salle se vida dans une nuée de chuchotements et de regards bas. Le discours s'était érigé à la hauteur de mes attentes et une bonne partie de mes interrogations avait trouvé réponse. Joli exposé, envoyai-je à la psychocriminologue alors qu'elle s'apprêtait à partir. Vous avez chaussé le scepticisme de certains à grands coups de phrases marteau. Monsieur Charcot, il me semble avoir déjà vu votre visage bien avant aujourd'hui, mais je ne me souviens plus où. J'ai assisté à presque toutes vos conférences. Vous avez une très bonne approche dans vos rapports. Vos analyses sont pointues et précises. Elles m'ont grandement facilité le travail. Je vous offre un café ? J'ai un rendez-vous important, commissaire, et je suis déjà en retard. Une autre fois, très certainement. À bientôt. Thornton m'interpella avant que j'entre dans mon bureau. Assez scolaire comme analyse, non ? Pardon ? Le monologue de Williams, on dirait du rabâchage de bouquins sur les tueurs en série. N'importe qui aurait pu faire la même chose. Certainement pas vous, en tout cas. Il s'adossa contre un mur, pieds croisés, et observa le bout de ses ongles manucurés. J'ai appris que vous aviez insisté pour, m'écarter de vos plates-bandes ? En effet, et alors ? Alors, il semblerait que vous ayez échoué. Il s'engagea dans la descente d'escalier. Je crois que nous serons amenés à nous revoir souvent, commissaire. Plus souvent que vous ne l'espériez. C'est la fin de cette lecture sur ce chapitre dédié à l'analyse de la psychocriminologue. J'ai trouvé ça très intéressant. En fait, ça passe vite, je trouve, à le lire. Ça fait déjà presque 20 minutes, 18 minutes. Et ça déroule, quoi. Ça se lit bien, ça va bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est aussi fluide pour vous que pour moi ? Parce qu'il y a des dialogues, alors c'est pas forcément évident, je pense, de s'y retrouver parfois pour vous. Mais en tout cas, moi, c'est très fluide et c'est très agréable à lire. Bon, pas le contenu, effectivement, enfin, ça fait un peu flipper, comme on dit, mais je veux dire la forme, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si tel est le cas. Et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!